Ce serait cool de comprendre le langage de ton animal de compagnie. Imagine que tu promènes ton chien et que soudain... Maître, regarde ce type, j'ai l'impression que c'est une mauvaise personne. Allons-nous-en, ouf. Ou bien tu sors de chez toi et ton chat allongé sur le canapé dit « Mon pote, prends ton parapluie, ma queue me dit qu'il va pleuvoir. » Et de la nourriture, donne plus de nourriture. Globalement, nos animaux domestiques pourraient nous dire beaucoup de choses, c'est parce qu'ils ont un super pouvoir. Leurs organes sensoriels, les yeux, oreilles, pieds, pattes et poils, moustaches et fourrures, sont beaucoup plus développés que ceux des humains. Oui, nos animaux domestiques reçoivent un tas d'informations du monde extérieur. Les animaux domestiques peuvent voir et entendre ce que tu ne peux pas voir. Ils ont aussi une super intuition. Ils peuvent prévoir les situations dangereuses et surtout aider leur maître adoré. Mais voici le problème, ils ne peuvent pas parler le langage humain. Leur principal moyen de communication est donc leur comportement. Il existe toute une science qui étudie le comportement des animaux, la zoopsychologie. Bien sûr, cette science est différente de la psychologie humaine. Après tout, ces spécialistes ne peuvent qu'observer le comportement des animaux et en tirer des conclusions. Et si un zoopsychologue pouvait parler à ton animal de compagnie? Imagine qu'un chat gris entre dans le bureau d'un zoopsychologue pour une consultation. Salut Simba, comment vas-tu? Assieds-toi sur le canapé. Le chat saute sur la table. Non Doc, je suis bien plus à l'aise ici. De toute façon, c'est moi qui décide où m'asseoir. Ok, dis-moi quels sont tes problèmes alors? Aucun, je mange, je dors, je joue et je me promène dans la cour. Parfois je renverse quelque chose mais ça ne me dérange pas. Je n'aime pas le temps qu'il fait, la pluie d'automne. Je dois beaucoup dormir. Au fait Simba, ressens-tu vraiment les changements climatiques? Les humains ne les sentent pas. Parfois, quand la pression atmosphérique baisse ou augmente, nous avons mal à la tête. Mais sans fenêtre ou prévision météo, nous ne savons pas quel temps il fait. Eh bien Doc, c'est aussi facile que d'atterrir sur ses pieds. Regarde-nous, il suffit de nous regarder. Si nous dormons dos à la cheminée ou au radiateur, il y aura du gel ou de la neige. Si un orage approche, je me précipite généralement dans la maison. Mais parfois, je le fais juste pour m'amuser. Si je regarde trop longtemps par la fenêtre, il va pleuvoir. Même si je ne fais que regarder le chien du voisin, je n'aime pas vraiment ça. Intéressant. Est-ce que tu pourrais ressentir quelque chose de plus sérieux? Un tremblement de terre ou une autre catastrophe naturelle? Bien sûr, nous vivons dans une zone sismique calme, mais j'ai entendu des histoires. Mes arrière-grands-parents venaient d'Italie, et ils m'en ont raconté une. En 1944, dans une ville près de Naples, un couple de personnes âgées allait se coucher. Leur chat Toto a commencé à agir bizarrement. Toto courait nerveusement partout à la recherche d'un endroit où se cacher. Il a même refusé de dîner. Au lit, Toto a réveillé l'homme en lui donnant un coup de patte sur les joues. La femme a dit à son mari que Toto essayait de les prévenir du danger. « Je t'en prie, allons chez ma sœur. » Ils ont rapidement fait leur bagage et sont partis. Le Vésuve est entré en éruption cette nuit-là. La lave a complètement recouvert leur ville. Mais entre-temps, le couple et leur chat avaient rejoint un endroit sûr. C'est une histoire fantastique, Simba, mais je ne comprends pas vraiment comment Toto a ressenti le danger. Je vais t'expliquer. Avant une catastrophe naturelle, de nombreux changements se produisent dans l'environnement. Avant un tremblement de terre, divers produits chimiques sont libérés des couches de la Terre. Ils entrent en contact avec l'air et forment des ions chargés positivement. Ils modifient à leur tour la composition de l'air, de l'eau et du sol. Et avec nos sens de chat, nous captons ces changements. Les animaux peuvent donc détecter des changements, même mineurs, dans les champs magnétiques et électriques de la Terre. Les gens ne peuvent pas déterminer de tels cataclysmes, Doc? Une personne peut sentir le danger approcher à un niveau subconscient. Notre pouls peut devenir plus rapide et notre système nerveux peut être excité. Mais les gens écoutent surtout leur logique et ignorent généralement ce qu'ils ressentent profondément. Nous avent de nombreux appareils qui détectent les fluctuations de la croûte terrestre. Mais ils ne déterminent pas le moment exact. Les animaux commencent à se comporter de manière inhabituelle bien avant le début d'un tremblement de terre. Il y a plus de 40 ans en Chine, les sismologues ont suggéré qu'un fort tremblement de terre se produirait dans un délai d'environ 1 an. Mais personne ne pouvait en connaître la date exacte. Ils ont donc décidé de surveiller les animaux. En quelques mois, les gens ont commencé à rapporter un comportement animal étrange. Les chiens hurlaient, les chats se cachaient et sortaient de la maison. Les poulets et les canards s'envolaient vers les toits. Même les serpents se sont réveillés et ont rampé dans la neige. Les scientifiques ont sonné l'alarme et ont emmené les habitants dans un endroit sûr. Un tremblement de terre de 7,3 s'est produit 8 heures plus tard. Depuis lors, les scientifiques asiatiques étudient de près le comportement des animaux. Ils ont découvert en effet que lorsque le danger approche, les chats miaulent bruyamment. Leurs fourrures se hérissent, leurs oreilles s'aplatissent. Souvent, ils essaient de quitter la maison avec leurs chatons. Les chiens gémissent, aboient et peuvent même mordre. C'est pourquoi je me tiens toujours à l'écart des chiens, Doc. Mais qu'en est-il des poissons et des oiseaux? Les habitants des zones dangereuses gardent souvent des canaris chez eux. Lorsque ces derniers sentent qu'un tremblement de terre est proche, ils se mettent à gazouiller avec crainte et à battre des ailes. Au Japon, où les tremblements de terre sont fréquents, de nombreuses personnes élèvent des poissons rouges. Quand le danger arrive, leurs poissons commencent à se comporter de manière agitée. Les humains sont souvent inattentifs. Vous savez, parfois j'admire les belles choses pendant longtemps et mes propriétaires pensent qu'il y a un fantôme. Ils ne savent tout simplement pas que la structure de l'œil d'un chat peut capter les choses les plus infimes, comme un rayon de lumière sur un grain de poussière. Pour nous, c'est comme si on regardait un espace vide. Les chats peuvent également voir la lumière ultraviolette avec un champ de vision de 295 degrés. Grâce à cette vision, ils ont pu aider les gens plus d'une fois. As-tu déjà entendu cette histoire? En Malaisie, une femme âgée était à la maison avec son chat. Le chat se comportait de façon étrange. Il regardait obstinément d'abord son propriétaire, puis le plafond. La femme a suivi le regard du chat et a vu un homme sur le toit. C'était probablement un cambrioleur qui s'était rendu au grenier pour accéder à la maison. L'homme a réalisé qu'il avait été découvert et s'est enfui. En voici une autre. Il y a des années, en Yougoslavie, une fille est revenue de l'école et est allée au jardin avec son chat. Ils se sont installés confortablement à une table. Le chat était sur les genoux de la petite fille. De manière inattendue, il a sauté sur la table, sa fourrure s'est dressée et il s'est mis à siffler fort. La jeune fille a levé les yeux et a vu un serpent qui se balançait. Le chat a tiré le serpent de l'arbre d'un seul bond et l'a attrapé avec ses dents. Il a vaincu la vipère. Wow, comment une personne pourrait-elle ne pas remarquer un serpent? Eh bien, c'est parce que dans le monde moderne, les gens ont perdu leur instinct de conservation. Nous n'avons pas besoin de chercher de la nourriture ou de nous cacher des animaux dangereux. Nous sommes trop occupés par la routine, l'activité mentale et la logique. Oui, parfois j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. J'entends des vibrations, même chez les gens. Je me demande souvent si c'est une maladie. Et d'ailleurs, je peux sentir beaucoup de choses. Bien sûr, parce que l'odorat d'un chat est beaucoup plus fort que celui d'une personne. En fait, on ne sent pas avec son nez, mais avec l'organe de Jacobson. Elle est située sur le palais derrière les dents de devant. Et justement, l'odorat d'un chat a également sauvé des gens plus d'une fois. En Nouvelle-Zélande, un chat nommé comme toi a sauvé un adolescent. Il était dans son garage le soir. Il a allumé une bougie et s'est endormi.
La bougie a allumé un feu. Les parents du garçon dormaient dans la maison et n'ont pas remarqué la fumée. Leur chat Simba a réagi instantanément. Il miaulait et courait partout en cognant contre la porte du garage. Les adultes se sont précipités dans le garage et ont appelé les pompiers. Oui, nous les chats sommes vraiment incroyables. Tu sais, je peux sentir les mauvaises personnes. Si je siffle sur quelqu'un, je ne l'aime pas. C'est peut-être mon intuition. Les scientifiques, eux aussi, ne le comprennent pas entièrement. Parce que nous sommes l'une des créatures les plus mystérieuses du monde. Ah, mais les plus mignonnes aussi. Miaou. Lorsque tu vois cette créature pour la première fois, tu peux penser qu'il s'agit d'un saphir volant. De fait, l'abeille Amegilla cingulata est aussi belle que cette pierre précieuse. Ces coléoptères volants ont des rayures turquoises au lieu de jaune. Leurs énormes yeux verts ressemblent à des émeraudes. Et leurs fines ailes brunes ressemblent à des couches de cellophane avec des motifs gravés. L'apparence n'est pas la seule chose qui les distingue des abeilles classiques. Ces abeilles à bandes bleues sont célibataires. Elles ne se déplacent pas en essaim et ne vivent pas dans de grands nids. Ces coléoptères aiment s'installer dans de petits terriers dans le sol ou des crevasses dans les rochers. Une autre différence intéressante entre ces abeilles bleues et les abeilles normales est leur mode de pollinisation unique. Les scientifiques appellent ça la pollinisation par le bourdonnement. Elle s'assoit sur la fleur, la tient fermement et commence à agiter tout son corps. Elle crée une série de petites vibrations rapides. De cette façon, l'abeille secoue aussi la fleur rapidement et doucement. Ces mouvements font sortir le pollen de l'anther. Puis, l'abeille s'arrête et recueille tout ce pollen. Certains scientifiques pensent que ces abeilles préfèrent polliniser les fleurs violettes. Ainsi, les abeilles bleues se fondent dans la plante et passent inaperçues aux yeux de leurs ennemis. Mais cette théorie n'a pas encore été prouvée. Ces abeilles à rayures bleues habitent principalement le territoire de l'Australie. Elles constituent un élément important de l'agriculture de ce pays. Elles travaillent avec les tomates, les canneberges, les aubergines, les myrtilles, les kiwis et les piments. Les abeilles ordinaires ne peuvent pas polliniser la plupart de ces plantes, mais leurs congénères bleus, oui. À l'échelle mondiale, plus de 8% des plantes du monde ont besoin d'être pollinisées par les abeilles. C'est pourquoi les agriculteurs aiment et protègent tellement ces abeilles. Les guêpes et les abeilles sont très semblables en apparence. Parfois, il est même difficile de les distinguer. Mais leur mode de vie est totalement différent. Les abeilles sont des coléoptères tranquilles qui passent leur temps à polliniser les plantes, à récolter le nectar des fleurs et à fabriquer du miel. On peut dire que les abeilles sont comme de petits camions puissants. Mais les guêpes sont aussi de super voitures de course. Elles sont plus agressives, beaucoup plus rapides et plus agiles dans les airs. Leurs piqûres sont plus douloureuses. Oui, elles peuvent aussi transporter le pollen d'une plante à l'autre et se nourrir de nectar. Mais leur principale mission est de contrôler la population d'insectes nuisibles comme les pucerons et certaines espèces de chenilles. Selon certaines estimations, les guêpes parviennent à se débarrasser de plus de 14 000 tonnes d'insectes en un seul été au Royaume-Uni. Imagine ce qu'elles font dans le monde entier. Les guêpes sont des coléoptères dangereux. Mais parmi elles, il y en a une qui se distingue par sa nature et son mode de vie pacifique. Il s'agit de la guêpe maçonne. Elle a aussi une couleur noire et jaune, mais elle est plus élégante. Un essaim de guêpe ordinaire est contrôlé par une reine, mais les guêpes barbares sont des créatures solitaires. Elles construisent un petit nid de boue dans lequel elles vivent avec leurs enfants. Une guêpe maçonne pique seulement si elle est en danger. Contrairement aux autres guêpes, ces insectes utilisent leur venin uniquement pour paralyser les araignées, les mouches et les chenilles. Ensuite, elles les rapportent dans leur nid pour nourrir leurs petits. Ne sois donc pas surpris si tu vois une grande horde d'araignées paralysées à l'intérieur du nid. Il peut y avoir plus de 500 insectes dans un seul nid. Lorsque les petites guêpes sortent des œufs, elles commencent immédiatement leur festin. L'espèce de guêpe la plus hostile est le frelon. Ce sont aussi des guêpes, mais elles sont plus grosses, plus agressives, et leur piqûre est beaucoup plus douloureuse. Leur piqûre est l'une des plus dangereuses de tous les insectes. Cette bestiole peut atteindre la taille d'un pouce. C'est 3 fois plus grand qu'une abeille ordinaire. Les frelons attaquent en un énorme essaim et représentent un grand danger pour tout animal. Pour les combattre, les gens portent d'épaisses combinaisons de protection qui ressemblent à des combinaisons spatiales. Mais le pire est que les frelons envahissent les ruches et réduisent la population d'abeilles. Cela peut conduire à une catastrophe à l'échelle planétaire, puisque les abeilles pollinisent plus de la moitié des fruits et légumes, céréales et noix dans le monde. Regarde ce gros bourdon qui bourdonne. Il a l'air d'avoir un problème. Il se pose sur une fleur et... Attends une minute, mais ce n'est pas du tout un bourdon. C'est une sorte de magnifique scarabée vert-orange. Oh, maintenant il s'envole et ressemble à nouveau à un bourdon. Voici le papillon de nuit, Cephonodes hylas. Grâce à sa couleur et à ses ailes transparentes, il donne l'impression d'être un bourdon. Les ailes de la plupart des insectes servent à assurer la thermorégulation. Elles réchauffent leur corps. D'autres insectes ont des ailes qui les aident à combattre leurs ennemis. Un papillon parvient à ressembler à une plus grosse créature grâce au motif de ses ailes. Certains insectes communiquent grâce aux vibrations créées par leurs ailes. Les ailes de couleur ont de nombreux usages différents, mais le Cephonodes hylas a des ailes transparentes. Et leur principale fonction est d'éviter de refléter la lumière du soleil. Ces ailes transparentes qui se déplacent rapidement ne brillent pratiquement pas à la lumière et atténuent la couleur du coléoptère. Grâce à cela, lorsque le papillon vole, les autres insectes le perçoivent comme un bourdon et ont peur de l'attaquer. On trouve ces imitateurs de bourdons en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Australie. Au début de leur vie, ce sont des chenilles d'un vert vif qui se nourrissent de feuilles de café et de grenadier. On pourrait croire qu'un hamster est assis sur le tronc d'un arbre, mais il s'agit en fait de la chenille chat du Sud. Elle est grande et couverte d'une épaisse fourrure. N'essaie pas de la caresser si tu ne veux pas finir à l'hôpital. Il y a plein d'épines venimeuses cachées dans ce manteau de fourrure. Même une légère piqûre peut te faire ressentir de très nombreuses douleurs. Les cirfes sont d'autres insectes qui se font passer pour des abeilles et des guêpes. Ils ressemblent à des guêpes, volent comme des guêpes et imitent les piqûres des guêpes. Mais leur compétence la plus cool est de copier le bourdonnement des abeilles. En réalité, les cirfes sont des créatures fragiles et inoffensives. Leur capacité à se faire passer pour des abeilles est essentielle à leur survie, et ça marche très bien. De nombreux animaux et insectes ont peur d'approcher ces comédiens adroits. Mais dans tout le monde animal, ce sont les ménures qui méritent le titre d'imitateurs les plus talentueux. Ces petits oiseaux à la grande et belle queue et qui ressemblent à une lyre vivent en Australie. Imagine que tu te perds dans une forêt loin d'une grande ville. Soudain, tu entends le bruit d'une tronçonneuse. Tu ne vois personne, mais le son se rapproche. Puis, tu entends le clic de l'obturateur d'un appareil photo. Mais il n'y a personne avec un appareil dans les parages.
Les ménures créent tous ces sons. Grâce aux muscles complexes de leur syrinx, ils peuvent imiter le son de presque tout. Certaines personnes ont même entendu ces oiseaux imiter la parole humaine. De plus, ils sont de super sculpteurs de forêt. Les femelles construisent des nids en forme de dôme sur le sol, dans des souches et des grottes. Elles y pondent généralement un œuf et s'occupent du bébé pendant les 6 à 10 premières semaines. Descendons du ciel vers l'océan pour voir d'autres petites créatures. Voici la pieuvre aux anneaux bleus. Ce petit bonhomme a l'air si petit et si mignon. Sa couleur fluo brillante et ses anneaux bleus sont visibles de loin. La pieuvre peut facilement tenir dans la paume de ta main, mais il est préférable de ne pas la toucher. Rencontrer un grand requin blanc n'est peut-être pas aussi dangereux que de rencontrer cette minuscule créature. C'est l'un des habitants de la mer les plus dangereux au monde, en raison de son venin. Une seule piqûre peut terrasser un énorme éléphant d'Afrique. Cette pieuvre est bien plus dangereuse qu'un cobra royal ou qu'une veuve noire, car sa morsure passe souvent inaperçue. Tu ne peux pas sentir ou voir quand elle te pique, et lorsque tu te rends compte que quelque chose ne va pas, il est peut-être trop tard. De plus, il n'existe aucun antidote au venin de la pieuvre aux anneaux bleus. Les glandes salivaires de la créature abritent des bactéries qui produisent ce venin. La même substance se trouve dans le venin du poisson globe. Lorsqu'elle pénètre dans le corps humain, elle paralyse l'ensemble du système nerveux. Les poumons cessent de se contracter et d'alimenter le corps en oxygène. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il est peu probable que cette pieuvre attaque la première. Le dernier cas enregistré où cette créature s'est attaquée à des personnes remonte aux années 60. Les pieuvres aux anneaux bleus vivent dans les océans Pacifique et Indien, des côtes du Japon à l'Australie. Elles passent la plupart de leur temps dans les mares résiduelles et les récifs coralliens. Maintenant, nous nous déplaçons vers les sables chauds des États du sud-est des États-Unis. Tu peux trouver des fourmis de feu ici. En apparence, elles ne sont pas très différentes des insectes ordinaires. Mais les gens les appellent fourmis de feu à cause de leur morsure. Leur poison ressemble à une flamme. Tu risques de ressentir une brûlure au niveau de la morsure. Par conséquent, il vaut mieux ne pas les toucher et partir avant que l'une de ces fourmis ne se glisse dans ton pantalon. Il existe des requins qui brillent dans le noir. Par exemple, les requins houles. Ils vivent dans les profondeurs sombres de l'océan, à près de 518 mètres sous la surface. Personne ne sait exactement pourquoi, mais ils émettent une lueur fluorescente que seuls les autres requins houles peuvent voir. Les scientifiques ont détecté cette lueur en utilisant des filtres qui bloquent la lumière jaune. Ils pensent que cela pourrait être le moyen pour ces gros poissons de communiquer avec leurs copains. Cette lueur aide ces requins à combattre les infections au niveau microbien. Les vachers ont des mots de passe secrets qu'ils utilisent pour se reconnaître entre eux. Il s'agit d'un type spécifique d'oiseaux parasites puisqu'ils pondent leurs œufs dans les nids d'autres espèces d'oiseaux. Les jeunes vachers ont un mécanisme interne qui leur permet de reconnaître le chant de leur espèce comme une sorte de mot de passe secret que seuls connaissent. C'est ainsi qu'ils parviennent à trouver d'autres oiseaux de leur espèce. Un grizzly a une force de morsure incroyablement forte. Il peut sembler mignon, mais si tu t'approches de ce grand gaillard, tu ferais mieux de rester hors de portée de ses griffes tranchantes et surtout de sa gueule. Sa force de morsure est de plus de 8 millions de pascal, ce qui signifie qu'il peut broyer une boule de bowling. Certains animaux ont de grosses rayures épaisses, d'autres sont plus superficielles. Les tigres font partie du premier groupe. Non seulement leur fourrure est rayée, mais leur peau l'est aussi. Il en va de même pour d'autres grands félins à fourrure comme les léopards des neiges. Les girafes et les zèbres font partie du deuxième groupe, car ils ont des motifs uniquement sur leur pelage. En parlant de zèbres, penses-tu qu'ils sont noirs avec des rayures blanches ou blancs avec des rayures noires? Au premier abord, il semble que la deuxième option soit la bonne. Leurs rayures noires se terminent principalement vers l'intérieur de leurs pattes et sur leur ventre, et le reste est blanc. Mais ce n'est pas vrai. Étonnamment, ils sont noirs avec des rayures blanches. Toute leur fourrure, qu'elle soit blanche ou noire, pousse à partir de follicules qui contiennent des cellules appelées mélanocytes. Tous les animaux possèdent ces cellules. Elles produisent un pigment appelé mélanine qui donne de la couleur à leurs poils et à leur peau. Chez les zèbres, des messages chimiques indiquent quel mélanocyte envoie le pigment à quelle zone de la fourrure. C'est pourquoi les zèbres ont un motif noir et blanc. Mais le blanc n'est pas un pigment propre, c'est une absence de mélanine. Le noir est donc leur couleur par défaut. Les koalas ont des empreintes digitales si proches des nôtres qu'elles pourraient même altérer les scènes de crime. Apparemment, ils n'ont pas grand-chose en commun avec les humains. Mais regarde de plus près leurs mains. Elles ont des boucles et des arcs distinctifs, donc si un koala veut faire quelque chose d'illégal, il serait bon qu'il porte des gants. Les crabes fantômes grognent lorsqu'ils sont en présence de créatures qu'ils n'aiment pas ou qu'ils trouvent menaçantes. Ils le font en utilisant leurs dents de leur estomac. D'abord, ils te font savoir qu'ils se défendront si tu tentes quelque chose en te montrant leurs pinces. Si cela ne fonctionne pas, ils émettent un grognement effrayant comme les chiens. Mais le bruit provient du frottement de leurs 3 dents longues et dures à l'intérieur de leur estomac. Les crabes fantômes produisent le même bruit lorsqu'ils broient de la nourriture. En parlant de dents, savais-tu que les défenses des narvals sont en fait une sorte de dents à l'envers? Contrairement à la majorité des autres baleines, les narvals sont les seuls à posséder une grande défense ou dents qui poussent à l'intérieur de leur mâchoire. Ils possèdent jusqu'à 10 millions de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées, ce qui signifie que sa défense est très sensible à tout type de contact. C'est presque comme un morceau de peau, car les défenses n'ont généralement pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Près de 95% des humains sont droitiers, et c'est la même chose pour les grands dauphins. Il y a même plus de droitiers parmi eux que parmi les humains. Lors d'une recherche, les scientifiques ont découvert que les grands dauphins se tournent vers le côté gauche plus de 99% du temps, ce qui signifie qu'ils sont droitiers. Ils placent leur côté droit et leur œil droit plus près du fond de l'océan lorsqu'ils vont chercher leur proie, comme les calamars, les crevettes ou les petits poissons. D'autres faits intéressants sur l'océan. Tu savais que les baleines à bosse utilisent des bulles lorsqu'elles poursuivent leur proie? On pourrait penser qu'elles n'ont pas besoin de méthode particulière vu leur taille, mais lorsqu'elles guettent leur proie dans les eaux profondes, ces baleines font équipe et utilisent une technique appelée filet à bulles. Tout en nageant en spirale ascendante, elles soufflent des bulles sous l'eau. Ces bulles empêchent les poissons de s'échapper. La plus ancienne preuve que nous ayons de chats domestiqués remonte à 12 000 ans. Des chercheurs l'ont découverte il y a près de 20 ans en creusant dans un ancien village de Chypre. Ils ont trouvé des ossements de chats juste à côté d'ossements humains, ce qui suggère qu'ils étaient proches même lorsque leur vie prenait fin. Les humains étaient des chasseurs, ils ont donc domestiqué les chiens en premier il y a environ 29 000 ans. Les chiens les aidaient à attraper d'autres animaux, mais ils ne pensaient pas avoir besoin de chats jusqu'à ce qu'ils commencent à se sédentariser et à stocker les surplus de récolte. Les souris sont souvent présentes dans les entrepôts de céréales, et les chats se sont avérés très utiles à cette époque.
Les macareux sont très ingénieux lorsqu'ils veulent se gratter le corps. Ils peuvent sans doute être fiers de leur magnifique bec, mais ils pensent manifestement que ce n'est pas suffisant pour se gratter. Les chercheurs ont remarqué qu'ils ont tendance à prendre spontanément un petit bâton en bois pour gratter un endroit qui les démange. Il y a un type spécial de fourmi qui ne vit que dans une petite partie de Manhattan. Le terre-plein de Broadway, entre les 63e et 76e rues, est l'endroit que ces créatures rampantes ont décidé de choisir. La Manhattan Ant semble venir d'Europe, mais aucune espèce européenne ne peut réellement lui ressembler. Les fans de Potter, pouvez-vous croire qu'il existe une chose comme une grenouille en chocolat? Eh bien, pas tout à fait, mais ça lui ressemble. La Nouvelle-Guinée et l'Australie n'ont pas toujours été séparées. Elles ont passé des millions d'années ensemble jusqu'à ce qu'il y a environ 12 000 ans, le niveau des mers les sépare. Comme elles sont restées ensemble pendant si longtemps, certains animaux et certaines plantes vivent encore dans les deux régions, notamment les rainettes de White. Ces grenouilles se sont répandues très loin, et certaines d'entre elles qui vivent dans des régions chaudes et marécageuses, entourées de nombreux crocodiles, ont l'air d'être en chocolat. Nous connaissons tous les flamants roses pour leur couleur particulière, mais ils ne sont pas vraiment roses. Ils naissent gris et resteraient ainsi s'ils ne se nourrissaient pas d'algues bleues et de crevettes. Ces aliments contiennent un colorant naturel spécifique, ce qui explique pourquoi les plumes des flamants roses deviennent roses avec le temps. Lorsque les petits diables de Tasmanie grandissent et quittent leur mère, ils se regroupent et forment des liens qui durent toute leur vie. Les vaches ont aussi des liens sociaux plus forts qu'on ne le pense. Elles aiment socialiser et nouent des amitiés durables. Une étude a même révélé que leur rythme cardiaque augmente sensiblement en signe de stress lorsqu'elles sont séparées de leurs meilleurs amis. Imagine que tu puisses simplement te congeler pendant les froides journées d'hiver au lieu d'écouter tes dents claquer et d'essayer de fermer ta veste. C'est ce que peuvent faire les grenouilles. Les grenouilles aquatiques hibernent principalement sous l'eau et passent la majeure partie de l'hiver au fond d'un étang, d'un lac ou d'une autre étendue d'eau. Les crapauds et les grenouilles ont généralement le sang froid, ce qui signifie que la température de leur corps adopte celle de leur environnement. Ainsi, les grenouilles peuvent geler pendant l'hiver en raison d'une forte concentration de sucre ou de glucose dans leurs organes vitaux. Une fois dégelées, elles continuent comme si de rien n'était. Les pieuvres ont 3 cœurs et du sang bleu. Elles peuvent se déplacer à une vitesse de 40 km/h et projettent de l'encre qui non seulement brouille le champ visuel du prédateur, mais lui nuit également. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux, le cerveau central et 8 cerveaux plus petits situés dans leurs bras. C'est pourquoi leurs bras peuvent ouvrir un coquillage alors que le cerveau central est occupé à faire autre chose. Une pieuvre goûte même avec ses bras. Elle possède des cellules dans leur ventouse qui permettent aux bras de toucher et de goûter de manière à détecter les substances chimiques produites par les créatures marines. De cette façon, une pieuvre peut distinguer ses proies des rochers.